question. Sébastien Lecornu a présenté sa démission. C'est le rebondissement de cette matinée. Emmanuel Macron a accepté le départ de son Premier ministre le lendemain de l'annonce du gouvernement. Et sans doute le Premier ministre éphémère n'avait-il pas de marge de manœuvre? On n'est pas surpris que M. Lecornu échoue. On est un peu surpris par contre qu'il le fasse avant même son discours de politique générale. Donc vous attendez une dissolution prochaine? En tout cas, je l'espère. Est-ce que vous vous sentez responsable de la démission du gouvernement qui aura tenu seulement une douzaine d'heures? Écoutez, pas du tout. Et je vais vous expliquer comment les choses se sont passées. Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre. Jamais il ne m'a dit qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc un problème de confiance. Quand on est dans une équipe, on a besoin de confiance. Mais il faut toujours préférer son pays à son parti. Et il faut savoir écouter ses militants, mais toujours penser aux Françaises et aux Français. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Les vraies voix Sud Radio. Et je vais reprendre cette phrase de Sébastien Lecornu qui a dit ce matin sur le perron de Matignon: il faut toujours préférer son pays à son parti, et de dire aussi que ce sont les petits égos des uns des autres qui ont fait que ça n'a pas fonctionné, Philippe Bilger. Je suis très favorablement impressionné par la réaction majoritaire des auditeurs de Sud Radio. Parce que j'aurais pensé l'inverse et qu'il tomberait dans le panneau habituel de critiquer la classe politique par le moyen le plus vulgaire qui soit. Je suis heureux de constater qu'en réalité, ils ne disent pas que les difficultés d'aujourd'hui sont liées à des querelles d'ego. Rappelez-vous ce que disait un grand écrivain, Henri de Monterland. Il disait « Celui qui abaisse, c'est qu'il est bas ». Et en réalité, en politique, on a toujours tendance à user d'arguments vulgaires et étriqués pour expliquer des crises politiques. On n'a pas besoin de faire appel aux égos pour expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Ah ben moi, je crois que c'est pas un problème d'ego, c'est un problème de méthode et c'est un problème de casting qui a causé ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a quelques minutes, j'en ai mis une grosse couche sur Bruno Le Maire, je vais pas en rajouter, mais mettre 3 semaines pour faire la copie conforme du gouvernement Bayrou, mais désolé, c'était se moquer du monde. C'était se moquer du monde. Surtout après avoir promis la rupture. Quand on promet la rupture, vous me passerez l'expression, et on renverse la table. Et comme l'a dit Philippe Bilger, qui pour une fois a été perspicace en début d'émission, moins il y a de macronistes dans les urnes, plus il y en a dans le gouvernement. Mais il fallait être totalement inconscient pour faire ce gouvernement. La cause, c'est pas la présidentielle, c'est pas les égos. Je suis d'accord avec les auditeurs de Sud Radio. C'est parce que ça a été fait en dépit du bon sens, ça a été tout et n'importe quoi. Sauf que le délai de Sébastien Lecornu n'a pas été pris pour composer le gouvernement, mais pour trouver un accord sur les programmes. Mais peut-être que ces gens les hommes politiques ont réagi avec justement honneur et pas égo, en ayant honte de ce qu'on leur demandait de faire. Je me dis que peut-être que Lecornu a honte soudain de devoir remettre à des postes des gens dont les Français ne veulent plus, qui ont été désavoués, de faire passer de poste en poste. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, et c'est pas de l'ego, un espèce de sursaut d'honneur pour dire mon honneur. Ma ligne de conduite ne vaut pas aujourd'hui un poste. C'est pas sur ça qu'on rebondit, c'est sur les négociations avec les différents partis. Mais peut-être que Retailleau se dit que son honneur vaut plus qu'un poste de Premier ministre. Peut-être que dans ceux qui n'ont pas voulu y aller, beaucoup ont refusé des postes. On a cité des noms. Peut-être qu'ils se sont dit que leur honneur et leur ligne de conduite ne valaient pas un poste de ministre. Peut-être qu'il y a juste eu, de manière générale, une prise de conscience, et c'est ce que j'espère pour être positive, de se dire on ne peut plus cautionner un président qui est enfermé chez lui, finalement c'est ça, qui n'écoute pas les Français, ou on change de gouvernement, une instabilité, et bien finalement on part. Retailleau part, les LR veulent pas l'ailler, et tous ceux qui ont refusé, beaucoup de socialistes ont refusé aussi, on n'y va plus. Peut-être que c'est juste un baroud d'honneur, je crois, pour dire non à Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a un peu de tout. C'est-à-dire, moi, j'ai du mal à ne pas considérer la question des égos sur cette problématique parce que ça fait 1 an qu'on vit au rythme des débats à l'Assemblée nationale, du moins de ce qu'il en reste, des tractations qu'il peut y avoir, et Dieu seul sait s'il y en a eu sur les présidences de commission et les vice-présidences. Mais je vous coupe, Olivier Faure qui demande à être Premier ministre depuis des semaines et des semaines et des semaines, il n'y a pas du tout d'ego pour vous? C'est totalement de l'ego. Ah oui, d'accord. Alors après... Je vais essayer de me faire le tout à l'ego. Non, mais je vais essayer de me faire un peu l'avocat du diable pour les uns, pour les autres. Déjà, si on remet de l'ordre, ce qui met le feu aux poudres,
par rapport à la situation de ce matin, c'est la déclaration de Bruno Retailleau d'hier. Et là, je lui aurais répondu, indépendamment de Bruno Le Maire, ça c'est encore autre chose, mais un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Donc là, il fallait démissionner et se taire. Ça, c'est le premier point, Philippe. Pardon. Et vous attendez, ça dépend, vous en avez combien? Le cinquième, c'est le combien? Il y a ce premier point sur Retailleau qui fait quand même sauter un peu l'équilibre très précaire qu'il y avait. Donc à partir de là, pour moi, le Cornu, il acte la seule décision qu'il peut acter, c'est se dire je m'en vais. Après, sur la question des égos, quand j'entends que plus ou moins tous les partis sont là à tenir le discours, nous c'est le programme, avec le programme, on verra ce qu'on peut faire sur des discussions, sur des négociations, mais rappelez-moi les équilibres à l'Assemblée nationale et les équilibres politiques. Comment est-il possible que les Républicains soient à ce point représentés dans un gouvernement avec 48 parlementaires? Qu'est-ce qu'on fait du Rassemblement national? Si vous voulez un gouvernement de cohésion, à un moment, il faut prendre en compte ce qui s'est passé dans cette Assemblée. Ça veut dire qu'il faut aussi mettre le RN devant le fait accompli. Vous faites partie de cette Assemblée. Il faut bosser. Et le troisième point? Et le troisième point, je vous l'offre. Voilà. Oui, mais votre argument, mon cher Samuel, sur les Républicains ne me semble pas pertinent. Pourquoi ont-ils cette importance alors que quantitativement, je vous rejoins, ils ne sont pas impressionnants? C'est parce qu'ils étaient les seuls, par responsabilité, à vouloir travailler avec les macronistes. Le Parti socialiste a aussi envoyé ce signal à un moment. Ils n'ont jamais été entendus. On a eu, sur la dernière année, un ministre socialiste autant que possible, c'est Didier Migaud. Mais c'est pas suffisant. Et il n'est pas resté longtemps en plus. Et le programme était aberrant. Mais Philippe, c'est d'accepter la réalité. Lombard. Oui. Non, Lombard, vous ne pouvez pas me classer ça. Et Rebsamen a compris très vite. Il voulait plus en être. Rebsamen. Oui, Rebsamen. Plus en mettre. Mais je ne saurais même pas. C'est quoi aménagement des territoires ou cohésion? Décentralisation et aménagement des territoires. Bon, voilà, on en a eu deux. La réalité, c'est qu'il en aurait fallu beaucoup plus. C'est-à-dire, à un moment, il fallait trouver un équilibre entre des ministres LR, des ministres PS et des ministres ensemble. C'est ce qui n'a pas été fait. Sans vous dire, il faut mettre un PS ou un mec de gauche. Mais Samuel, ils ont peut-être proposé. Il y a peut-être des refus aussi. À quel niveau de poste de ministre sur cette dernière séquence? Oui, mais en même temps, qui serait assez bête, à part Bruno Le Maire, pour devenir ministre d'un gouvernement qui était condamné à mourir mercredi? Non, mais même les gouvernements précédents, il n'y a pas eu non plus sur les gouvernements précédents, vous avez le gouvernement Bayrou, j'ai pas eu le sentiment que Bayrou ait ouvert plus que ça les portes à la gauche. D'ailleurs, les discussions qu'il a menées avec Faure, Hollande et Vallot à l'époque, sur justement les présidences de commission et autres, c'était pas des discussions apaisées. Ça a été très dur. Ça a été au bout de votre propos. Ça a été du coup tordu jusqu'au bout. Lucie Castex. Je ne vous ai jamais caché que moi, au sortir de la première dissolution, je l'aurais appelée à Matignon pour qu'elle se fasse censurer 2 semaines après. Ça nous aurait évité tout le blabla idéologique sur la question du NFP et sur la question de Lucie Castex. Mais moi, je crois qu'il y a un point sur lequel le Cornu a dit une chose intéressante. Déjà, les égos et les appétits partisans. Il y a une réaction qui m'a amusé, moi, c'est celle de Pierre Jouvet, qui est secrétaire général du PS quand même, qui a dit, je cite, « Nous n'appelons ni à la dissolution, ni au départ du chef de l'État, nous appelons à des solutions. » Et je me demande, sur les arrière-pensées, sur les sondages qui tombent, qui mettent Boris Vallaud perdant dans sa circonscription des Landes face au RN, qui mettent Philippe Brun perdant dans sa circonscription de l'Eure face au RN, si les ténors du PS, voyant qu'ils risquent de perdre leur mandat en cas de dissolution, ne vont pas penser à la présidentielle, mais surtout à ne pas avoir de législative. Moi, c'est ce que ça m'a mis à l'heure. Les sondages, ils te mettent aussi Glucksmann à 2% du deuxième tour pour 2027. Oui, c'est vrai. Donc, pour le coup, tu vois. Mais il y a une différence. C'est que si tu dissous, les élections ont lieu tout de suite, 2027, c'est dans 1 an et demi. Ça change tout. Franchement, vous avez des analyses, vous êtes petit. Et là, c'est la poêle qui se fout du chaudron, excusez-moi. Tout à l'heure, vous avez osé dire que mon idée n'était pas pertinente. Non, mais regardez comme vous réduisez les socialistes à presque rien. Non, mais c'est parce que je vous chambrais, mon cher Philippe. Oui, mais quand vous chambrez, vous dites la vérité. Alors faisons une synthèse. Non, pas une synthèse. Une digression. Une projection, voilà. J'allais chercher les mots. Vous avez une nouvelle à nous annoncer? Non, mais pas du tout. Pour l'instant, tout va bien. Qui alors, Premier ministre? Demain, on mettrait qui? Un nom que j'ai déjà soufflé sur le plateau des Vraies Voix à maintes reprises. Non, Arnaud Montebourg. Non, mais... Arnaud Montebourg aujourd'hui, si tu veux mettre une personnalité de gauche
qui suscite un minimum d'adhésion chez LR, chez Ensemble un minimum, et au PS, hein. Oui, un minimum. C'est Arnaud Montebourg. Tous te diront, le bilan qu'il a eu était plutôt pas mauvais, il s'est retiré de la vie politique, il a plus vraiment d'enjeu, il sait ce que c'est l'entrepreneuriat aujourd'hui. Mais attention, je te parle de ça dans une configuration d'affaires courantes. Et puis personne n'en veut. Philippe Bilger. Moi, je l'adore, mais Emmanuel Macron n'en voudrait jamais. Une expérience. Arnaud Montebourg, il était apiculteur, il a fait la promotion des marinières, il a tenu sa boîte 2 ans. Je crois qu'il n'y a pas d'homme prévidentiel puisqu'il y a tout. Le seul Lisnard, vous l'avez oublié. Mais Lisnard n'a pas envie d'y aller non plus. Et je me dis que peut-être qu'il faut une dissolution. En revanche, pas une dissolution pour le coup d'égo qu'a fait Emmanuel Macron un dimanche soir vexé avec une campagne en 15 jours qui n'a pas permis de faire une vraie campagne. Là, elle est nécessaire. Une vraie campagne. Moi, je sais, j'ai été candidate aux législatives où on n'a pas eu le temps et seuls les partis qui étaient organisés avec des fonds, bien sûr. 6,5 à faire mes petites affiches toute seule, mais je suis fière d'avoir fait ma campagne. J'ai été remboursée à 6,5. Je suis fière d'avoir fait ma campagne, de m'être prise entre LFI et le RN. J'ai fait mes petits 6,5 pour avoir une 3e voie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une campagne en 15 jours, on n'a pas le temps d'apprendre, le temps de s'organiser, on a le temps de rien faire. Et c'est pour ça aussi que ces législatives, elles ont été compliquées. Parce que seuls les partis qui étaient constitués en place avec de l'argent, on peut y aller. Prévoyons des vraies élections avec des vrais débats. Il n'y a pas eu de débat aux dernières législatives, on n'avait pas le temps. Des débats publics. Parlons à l'électeur de manière intelligente et peut-être que l'Assemblée ira mieux aussi. Alors, il y a une chose, je crois, sur laquelle il ne faut surtout pas compter, parce que ce n'est pas la culture politique française, c'est le gouvernement d'union nationale. Hein. Vous savez, comme font les Allemands, les Ampelkoalition, comme ça s'appelle, les coalitions des feux tricolores. Ampelkoalition, jawohl, Frau de Minibus. Entre Minibus, enfin, je l'ai prononcé à l'allemande, excusez-moi, avec les Verts, le orange, les libéraux, le rouge, le SPD. En France, ça n'existera pas. Mais est-ce que vous avez conscience que c'est la seule finalité acceptable en l'état actuel des choses, c'est-à-dire c'est le seul salut qu'on peut avoir. Donc soit ils se décident à bosser, soit tous autant qu'on est autour de la table. J'ai l'impression que tout le monde veut travailler, mais personne ne veut travailler avec l'autre. C'est ça. C'est la problématique française. Parce que c'est la culture française. La culture politique française est une culture de l'affrontement. La culture politique allemande est une culture de coalition. C'est toute la différence. Mais la culture politique française, elle date de la Révolution de 1789, où c'était l'affrontement, et alors là carrément sanglant à l'époque. Donc tant qu'on n'aura pas fait notre aggiornamento au niveau de la pensée politique, on sera dans l'état où on est. Et ben voilà, suite au prochain épisode, si j'ai envie de dire ça comme ça. Merci beaucoup, en tout cas, Philippe Bilger. C'est déjà fini, ma chère. C'est déjà fini, ouais. Je suis en train de perdre ma voix, tiens, c'est terrible ça. Passé à une vitesse vertigineuse. C'est l'émotion, je pense. Merci beaucoup, Samuel Beton. Merci beaucoup, Bérangère Dubu. Merci beaucoup, Philippe David. Vous restez avec moi, Philippe. Dans un instant, on va vous parler d'un sujet important, puisque vous savez que c'est le mois, en tout cas, du cancer du sein, Octobre Rose, et on va vous parler bien entendu de prévention, d'information, de reconstruire des choses aussi positives parce que c'est important aussi de le dire. Merci beaucoup, on fait une petite pause, on revient dans un instant et on sera ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.